Semaine prochaine. Alors, on va commencer tout de suite l'audition avec Guillaume Duval. Alors, je suis pas sûre que ça soit absolument indispensable de présenter Guillaume que tout le monde connaît, donc qui est aujourd'hui éditorialiste à Alternative économique, mais bon, qui a joué un rôle absolument essentiel dans le développement, la création d'Alternative économique, hein, qui est quand même un vrai média enfin très important pour la compréhension des mécanismes économiques. Et je te vois rigoler, Guillaume, mais c'est sincère quand je dis ça. Les questions économiques sont quand même au cœur, à un moment ou à un autre, des questions politiques. Et donc, il y a le travail de diffusion, d'analyse et d'une certaine manière de vulgarisation, même si c'est fait de manière extrêmement précise des éléments économiques, est tout à fait indispensable. Et donc ce média joue un rôle majeur. Et par ailleurs, donc tu es membre aujourd'hui du CESE. Et donc, à ce titre-là, je t'interrogerai aussi sur ce qui s'est passé récemment au CESE, notamment autour de la fameuse conférence citoyenne qui a rendu donc des propositions, mais qui n'ont pas été rendues publiques. Et donc, ce qui pose un vrai problème, on en discutait avant, en termes de fonctionnement démocratique. Hein, pourquoi le gouvernement et le président de la République pourraient avoir cette information quand les forces d'opposition ne les ont pas, d'autant que c'est quand même, d'après ce qu'on a pu en lire à la fois dans l'Alternative Éco et dans Le Monde, des propositions qui sont quand même assez convergentes avec ce que nous, on peut proposer, et des propositions de loi même qui ont été déposées par nos parlementaires. Hein, je pense en particulier à celle sur la réhabilitation des logements. Alors, premier élément, enfin première question assez traditionnelle hein, pour nous désormais, c'est une question sur ton analyse de la crise économique, à la fois dans ces mécanismes, enfin de la crise économique et sociale hein, qui découle de la crise sanitaire. Donc on commence à comprendre les principaux mécanismes initiaux. Mais en revanche, les mécanismes de développement sont encore incertains. Tout le monde converge aussi pour dire que ça sera une crise absolument majeure, une crise qui ne sera pas de la même nature que celle de 2009, mais qui sera largement aussi importante. Et le scénario initial sur lequel les économistes étaient, à savoir un scénario dit en V, c'est-à-dire un effondrement hein, de l'activité économique, à la fois en raison d'un arrêt d'une très grande partie de l'offre et d'un arrêt de la demande, cette espèce d'effondrement et de gel de l'activité économique. Ça s'effondre, mais il n'est pas du tout assuré que ça remonte en V symétrique et on a toutes les raisons de craindre soit que la remontée soit beaucoup plus lente, soit même que des mécanismes de diffusion se propagent, en particulier avec une jonction d'instabilité sur les marchés financiers, sur le secteur bancaire, des mécanismes de diffusion de la crise à un niveau international, puisqu'on commence à comprendre que ce virus, on risque de l'avoir pendant un moment et qui peut tourner dans les différentes parties du globe et qui peut disparaître à un endroit et revenir par un autre, et que donc ça nous amène dans une séquence temporelle beaucoup plus longue. Donc toi, quel est ton point de vue là-dessus, hein, sur la nature de la crise, sur sa dimension, sur sa durée et sur l'éventuelle sortie de crise? Oui, bonjour. Et tout d'abord, merci à Isabelle, merci à Olivier pour l'invitation. C'était avec plaisir et intérêt qu'on s'est soumis à ce genre d'exercice physique, mais c'est la même chose sur le plan numérique. Alors sur le plan de la crise, je pense que vous avez déjà eu effectivement des topos là-dessus et que vous avez compris qu'elle était beaucoup plus forte, beaucoup plus violente
qu'une crise économique et financière, j'allais presque dire classique, comme celle de 2008 ou celle de 2001. Donc l'activité s'est brutalement arrêtée. Donc vous avez vu sans doute les nouvelles prévisions du gouvernement, devrait faire du 8 points de PIB en moins sur l'année, c'est-à-dire deux fois plus, enfin une baisse deux fois plus importante qu'en 2008. Donc c'est beaucoup plus violent. Ça a des conséquences, en conséquence, ça a des conséquences plus lourdes, en particulier en matière d'endettement. Donc des mesures très importantes ont été prises. Aujourd'hui en France, le tiers des salariés. Guillaume, la prévision du gouvernement, tu penses qu'elle est réaliste ou qu'elle est encore minorée? Oh, je pense que là, ils ont pris plutôt le parti de quelque chose de réaliste, enfin d'essayer de charger la barque d'un coup. Il est possible qu'elle soit dépassée, mais je pense qu'en fonction des informations qu'on a aujourd'hui, elle me paraît plutôt réaliste. Donc, on était parti sur 3 points de moins d'activité par mois de confinement. Donc, compte tenu de 2 mois de confinement et du fait que c'est un peu plus lourd que ce qu'on a vu, le moins 8 paraît dans les médias assez réaliste. On verra, effectivement, tu l'as dit, beaucoup de choses restent inconnues à ce stade, mais je ne pense pas que ce soit, en tout cas, volontairement sous-estimé aujourd'hui. Donc, 8 points de PIB, c'est deux fois plus, pardon, qu'en 2008. Ça va se traduire par au moins 9-10 points de PIB de déficit public. Ça va se traduire, cet ensemble, par de dette publique. Donc c'est un impact tout à fait considérable. C'est un impact aussi qui va être considérable au niveau des dettes privées, pas tellement les dettes des ménages, parce que pour l'instant leurs revenus sont maintenus à travers le chômage partiel, les aides qui sont fournies, etc. Mais surtout pour les dettes des entreprises en particulier. Jusqu'à hier, les mesures qui étaient apportées aux entreprises, c'était des crédits, des garanties de crédit, etc. Ça ne va évidemment pas suffire. Donc, les mesures qui viennent d'être prises comportent une partie d'annulation de créances, des créances sociales, fiscales, etc. Il va certainement falloir aller beaucoup plus loin. Mais avant d'aller sur ce type de choses, je dirais surtout que c'est une crise très grave. Enfin, un des grosses inconnues dont on n'a pas vu les effets aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les pays du Sud, qu'est-ce qui va se passer si l'épidémie s'étend en Afrique subsaharienne, si l'épidémie s'étend en Asie du Sud, si l'épidémie s'étend en Amérique latine. Tous ces pays n'ont pas les mêmes capacités que nous de faire face à la crise et au choc que ça représente avec des systèmes sociaux, du soutien public, etc., etc. Donc, une des conséquences potentiellement catastrophiques de cette affaire, ça risque et ça pourrait être l'effondrement d'un certain nombre d'États et les conséquences en chaîne que ça pourrait avoir sur les pays développés qui eux-mêmes ont déjà été mis dans une situation très difficile par cette affaire. Donc ça, c'est à mes yeux une des plus grosses inconnues aujourd'hui de cette crise et des suites qu'elle pourrait avoir. Après, donc Isabelle a déjà abordé la question. Effectivement, une des grosses inconnues, c'est qu'est-ce qui va se passer. Donc, pour l'instant, en tout cas en France et dans la plupart des pays développés, les ménages ont plutôt eu des revenus qui ont été maintenus, ils ont plutôt un excès d'épargne, donc ils pourraient théoriquement se remettre à consommer et à faire repartir la machine derrière. Il y a plusieurs grosses inconnues. D'une part, tous les secteurs qui sont liés au tourisme international resteront probablement durablement bloqués et pour des pays comme la France, c'est assez significatif. Le redémarrage des exportations risque aussi d'être compliqué. Et par ailleurs, il y a toute la question des chaînes de valeur. Donc, on a bien vu les difficultés que crée le fait que ces chaînes de valeur sont aujourd'hui très
très découpé et implique la coordination entre plusieurs pays, il n'est pas sûr que ça reparte bien en même temps partout. Et donc, il est possible qu'il y ait une désorganisation prolongée des capacités de production dans beaucoup de secteurs. Donc, sous toutes ces réserves, effectivement, je pense que les réserves qu'a émises Isabelle précédemment sur la nature et la vigueur de la reprise, c'est une grosse interrogation qu'on peut avoir aujourd'hui. D'autant que, comme je l'ai dit, si les choses s'aggravent dans les pays du Sud, ça pourrait retarder beaucoup la reprise, y compris chez nous. Ok, on reviendra sur l'aspect effet domino de ce qui se passe sur les marchés banquiers, enfin sur le secteur banquier, le secteur pardon bancaire et sur le secteur financier après. Hein. Je te poserai des questions, notamment une des dernières questions, c'est sur les politiques de banque centrale. Donc on reviendra peut-être à ce moment-là parce que c'est clairement quelque chose qui va déterminer, selon ce qui se passe et les effets de diffusion, ça va déterminer les scénarios de sortie ou d'aggravation de crise. Donc on y reviendra peut-être dans un deuxième temps. Deuxième question, c'est la question sur bon le gouvernement comme les autres gouvernements, enfin comme la plupart des autres gouvernements, avec des ampleurs plus ou moins importantes, mais en gros, tout le monde a mené la même politique, hein, qui est une politique de, alors les expressions prises, mise en commun, gel de l'activité, plusieurs expressions qui ont été utilisées, mais en gros, on essaye de maintenir l'activité, enfin le revenu des ménages et qui est pas par le chômage partiel, qui est pas d'effondrement ultérieur de la demande des ménages, et on essaye de maintenir de manière par une assistance, par des financements publics, l'activité les finances des entreprises. Hein. Donc on voit bien comment tous les pays ont mené le même type de politique. Donc qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu partages le point de vue général qui est bon bah ils ont plutôt réagi assez vite et assez correctement, modulo quand même deux gros points sur lesquels nous on monte politiquement, qui est ce que Michael Zemmour, qui est venu nous présenter ses dernières notes, notamment dans Alternative Éco, appelle les oubliés, quoi, les oubliés de la politique du gouvernement, c'est-à-dire toute une partie de la population qui est pas prise en compte dans le dispositif mis en place ou insuffisamment prise en compte. Donc nous on avait porté, je sais pas si tu avais vu, le courrier d'Olivier adressé au président de la République. Les réponses apportées par Macron lundi sont des réponses, mais des réponses partielles quand même, hein, par rapport à nos demandes, à la fois sur l'ampleur en particulier pour l'aide exceptionnelle, à la fois sur l'ampleur, mais aussi sur les gens qui sont concernés. Donc voilà, il y a clairement du côté des oubliés une insuffisance de soutien. Donc est-ce que tu partages ce point-là? Et puis du côté des entreprises, on voit bien qu'il y a toute une partie de l'activité économique qui sont notamment celles des TPE, des indépendants, des auto-entrepreneurs, toutes les gens qui sont dans des activités euh, de précarité, hein, tout ça qui est quand même assez mal pris en compte et qui trouvent pas de réponse à leurs besoins auprès des établissements bancaires. Donc on voit bien qu'il y a un déficit là-dessus. Donc quelle est ton analyse là-dessus, hein? Est-ce que tu partages la façon dont nous on voit plutôt les choses? Et puis notamment le fait qu'il y a quand même aussi des grands trous en termes de politique fiscale. Alors même si on y reviendra dans un deuxième temps, hein, dans un troisième temps et une troisième question, sur les politiques à plus long terme, et c'est là peut-être qu'il y a les politiques fiscales qu'il faut prendre en compte, mais peut-être pas dans l'urgence, mais dans un second temps, même si voilà, le rétablissement de l'ISF, ça pourrait quand même arriver très très rapidement, et d'impositions exceptionnelles auprès des hauts revenus et des
des patrimoines, hein, des grands patrimoines. Et puis, je voudrais que tu t'arrêtes à un moment de manière un peu spécifique sur quelque chose qui fait beaucoup débat. Je pense que les camarades en ont entendu parler, qui est la problématique de ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère. Hein, la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire cette idée que les banques centrales verseraient directement de l'argent et aux entreprises et aux ménages, hein, même si donc directement, sans passer par des intermédiaires qui sont les établissements bancaires ou l'aide d'État. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse qui est notamment fortement portée par l'une des parlementaires du groupe au niveau européen, qui est Aurore Leyluc, hein, qui a signé un texte avec Jésabel Coupet, qu'on va auditionner prochainement, qui est une économiste de Paris 1. Voilà, qu'est-ce que tu penses de cette option, sachant que bon, bah nous, on a un État social et donc des dispositifs d'aide qui sont des dispositifs d'aide un peu mieux tuyautés. Et de la même manière, qu'est-ce que tu penses de la mesure du revenu de base, hein, qui pourrait être mis en place très vite, même si là, on commence à arriver sur le plan de relance, c'est-à-dire la troisième question. Il faut que tu allumes ton micro, Guillaume. Guillaume, on t'entend pas. Oui. Voilà. Oui, ça fait beaucoup de questions dans une question, mais on va essayer. Donc sur le fait que les gouvernements, le gouvernement français, l'Europe, il réagit assez vite, assez fort. Oui, donc ça n'a pas été vrai sur le plan sanitaire, ni en France ni en Europe. Il n'y a pas eu de coordination, etc. Mais sur le plan économique, à la fois l'Europe et les gouvernements nationaux, et en ce qui nous concerne la France, ont réagi assez vite. En Europe, la Commission a un tout petit budget qui fait moins de 1% du PIB de la zone euro, enfin de l'Europe, de l'Union, et elle a dégagé quand même rapidement 37 milliards d'euros, c'est très important. Elle a levé très rapidement les limites sur les 3% et sur ces choses-là. Elle a levé aussi et surtout, ça c'était encore plus important, les limites qu'il pouvait y avoir sur les aides d'État aux entreprises. Elle a signalé qu'elle laisserait faire beaucoup de choses dans ce domaine. Donc je crois que là-dessus, elle a réagi assez vite, assez fort, et la BCE aussi, après un loupé important le 12 mars, elle a quand même très vite corrigé le tir de manière massive le 18 mars, en lançant donc ce nouveau QE, Quantitative Easing, 750 milliards d'euros injectés dans l'économie européenne d'ici la fin de l'année. C'est la raison pour je suis pas sûre que tout le monde comprenne clairement ce que c'est que le quantitative easing, mais peut-être que je me trompe, mais juste en un mot. D'accord. Donc la BCE, depuis plusieurs années déjà, achète beaucoup de titres financiers, des dettes d'État, mais aussi des titres d'entreprise sur les marchés financiers. L'objectif qu'elle vise en faisant cela, c'est de faire baisser le taux d'intérêt exigé des entreprises ou exigé des États pour leur prêter de l'argent sur les marchés financiers. Hein, donc, dans la mesure où il y a toujours quelqu'un pour acheter et acheter en grande quantité les titres, c'est la loi de l'offre et la demande, et les États et les entreprises n'ont pas besoin d'offrir des taux d'intérêt très importants pour que leurs titres soient achetés, et donc c'est ce qui permet de faire baisser les taux d'intérêt pour les États et pour les entreprises. C'était très important aujourd'hui parce qu'en particulier un État comme l'Italie, qui a déjà 140% de son PIB de dette publique, est le plus affecté pour l'instant avec l'Espagne, par la crise sanitaire, et va avoir besoin de s'endetter encore de manière très importante dans le futur, et il commençait à y avoir de la spéculation. Cette spéculation a été stoppée dans l'immédiat par ces mesures. C'est d'ailleurs parce que cette spéculation a été stoppée dans l'immédiat que le débat sur les Corona Bonds, sur les Eurobonds, c'est aussi où il n'y en a pas absolument besoin tout de suite parce que la BCE a fait le boulot. Donc, sur le plan économique, les instances européennes ont fait ce qu'il faut dans l'immédiat, assez rapidement, beaucoup plus rapidement qu'en 2008.
Sur le plan français, il y a eu aussi assez rapidement des mesures très importantes, la plus importante étant le chômage partiel. Donc aujourd'hui, vous avez 34%, un tiers des salariés français qui sont en chômage partiel. Ça correspond quasiment au niveau de baisse d'activité tel qu'il est estimé par l'INSEE. L'INSEE estime que du fait du confinement, le PIB français a baissé de 36%. Donc le dispositif est monté assez lentement en puissance, mais on peut penser qu'aujourd'hui, il a fait le plein. En gros, tous les gens qui ne bossent pas, enfin dont les entreprises ne réussissent plus à vendre leurs produits ou leurs services, chômage partiel en France, ça veut dire que leurs salaires sont pris en charge par le secteur public. Alors, à côté de ça, oui, il y a donc tous les oubliés. Donc, une fois de plus, le gouvernement n'avait rien fait pour les très pauvres. Le RSA, c'est des gens pour lesquels, au contraire, le confinement se traduit par des dépenses supplémentaires, souvent, parce qu'ils n'ont plus accès aux banques alimentaires, au resto du cœur, etc., etc., parce qu'ils consomment plus d'énergie en restant chez eux, etc. Donc oui, donc ça a été un peu corrigé hier. Il y a le problème en particulier des jeunes, des moins de 25 ans, qui n'est pas réglé du tout. Ça a été réglé, ça a été un peu trop tard. Mais je pense que là-dessus, vous avez eu ce qu'il faut avec Michael Zemmour, qui avait très bien fait le tour de la question. L'autre question qui n'était pas réglée enfin pour l'instant, donc c'est ce que j'avais évoqué sur les entreprises. Donc les entreprises elles-mêmes, même si le chômage partiel apporte une aide significative, ont des problèmes de trésorerie, des problèmes d'endettement supplémentaires du fait de la perte de chiffre d'affaires considérable qu'elles subissent. Les crédits de trésorerie, le fait de retarder le paiement des charges sociales, etc., ne peut pas et ne pourra pas suffire. Donc le gouvernement a commencé à rentrer dans une dynamique d'annulation d'un certain nombre de ses créances, et c'est bien, mais il faudra certainement aller beaucoup plus loin dans le futur. Alors, et ça reste un des gros soucis qu'on a et qu'on va avoir de plus en plus, d'autant que de nombreux secteurs, à commencer par celui de l'hôtellerie, restauration, du tourisme, le secteur culturel, vont rester au-delà du 11 mai profondément handicapés, et beaucoup d'entreprises risquent de se retrouver au tapis, notamment dans ces domaines. Alors après, par rapport à des mesures du type monnaie hélicoptère, oui, j'en ai beaucoup discuté avec Aurore Lahuc. C'est parce que je pense que c'est pas forcément une très bonne idée. Donc la monnaie hélicoptère, la base, c'est l'idée que la Banque centrale, au lieu d'injecter de l'argent sur les marchés financiers et auprès des banques pour que ensuite ça arrive dans l'économie réelle, que les banques centrales envoient directement de l'argent, en particulier aux ménages. C'était là-dessus que c'était parti l'idée. Et donc ça a commencé en plus à être mis en œuvre aux États-Unis, où les ménages ont reçu 1 000 $, plus un certain nombre d'argent pour les enfants, etc., directement. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faudrait faire pareil en Europe? Le problème, c'est que dans des pays comme la France, ce serait pas très adapté, dans la mesure où les revenus des ménages ont été pour beaucoup maintenus, et que les ménages dont les revenus ont été maintenus ont en général plutôt un excédent d'épargne, c'est-à-dire qu'ils dépensent moins qu'avant. Donc ça fait pas beaucoup de sens de leur filer 1 000 € aujourd'hui qu'ils pourront pas dépenser, qui soutiendront pas l'activité. Il y a des questions qui se posent pour les très pauvres, on vient de les évoquer, mais ça c'est des questions très ciblées qui ne peuvent pas être réglées par une mesure générale du type 1 000 € pour tout le monde dans la zone euro par la BCE. Donc la question des entreprises se pose. Donc là, il va falloir aussi non pas faire des prêts, mais leur mettre de l'argent à disposition. Mais là, la notion de monnaie hélicoptère perd beaucoup de son sens. C'est-à-dire qu'on voit pas bien, enfin je ne vois pas bien, et Aurore n'a pas été capable de me l'expliquer, mais peut-être que Isabelle sera capable de vous le dire, ce que peut vouloir dire de la monnaie hélicoptère pour les entreprises. Est-ce qu'on donne 10 000 € à toutes les entreprises? Est-ce que s'il faut constituer un dossier, l'examiner pour savoir combien une entreprise doit toucher,
c'est plus la monnaie problématique. Alors c'est une problématique qui se pose néanmoins à une très grande échelle, à l'échelle européenne. Pour l'instant, les États, c'était Mario Centeno, donc le président de l'Eurogroupe, qui disait ça la semaine dernière, les États ont en gros décidé des mesures qui représentent 3 points de PIB de la zone euro de dépenses publiques supplémentaires au sens strict, mais 16 points de PIB en termes de garantie de crédit aux entreprises. Donc, si toutes ces entreprises font appel à ces garanties de crédit, ça veut dire 16 points de PIB de dette publique supplémentaire, enfin de dépenses publiques supplémentaires, de dette publique supplémentaire. C'est considérable. Donc, l'idée qu'il faudrait prendre en charge ces besoins au niveau européen n'est pas forcément stupide, elle est bonne. Ça a commencé un peu à être fait là tout de suite au niveau de ce qui vient d'être décidé par le dernier Eurogroupe, mais à un niveau qui reste très limité. Donc la BEI, la Banque européenne d'investissement, devrait garantir 200 milliards d'euros de dettes d'entreprise au niveau de la zone euro, de l'Union européenne. Mais 200 milliards d'euros, ça représente 1,4 point de PIB de l'Union européenne, donc ça représente 10% des garanties qui sont apportées aujourd'hui par les États. Donc, il faudrait que les garanties aux entreprises soient beaucoup plus apportées au niveau de l'Union, et il faudrait que la BCE finance directement la BEI pour assurer cette fonction. Ce serait la forme la plus sensée d'avoir l'équivalent de la monnaie hélicoptère pour financer les entreprises dans le contexte tel qu'il est aujourd'hui. Mais le problème, si vous voulez, ce que j'ai discuté avec Aurore, et elle n'était pas d'accord, etc., mais vous aurez la discussion avec Isabelle, c'est que je pense que le vocable de monnaie hélicoptère correspond pas à ce qu'il faudrait faire, enfin à la forme classique de ce qu'on appelle monnaie hélicoptère, donc donner de l'argent à tous les ménages directement, correspond pas à ce qu'il faut faire en Europe. En Europe, et utiliser ce mot pour ce qu'il faut faire, ça risque de faire peur aux Finlandais, aux Néerlandais, aux Allemands, etc. Ce qu'il faut faire, et c'est réussir à faire financer par la BCE en direct les déficits des États, d'une part, et d'autre part, financer en direct via la BEI, par exemple, le financement à apporter aux entreprises. Mais si on appelle ça monnaie hélicoptère, je suis pas sûr que ça fasse avancer l'idée politiquement. Je pense que ça la freine plutôt. C'était le débat, en tout cas, que j'ai eu avec Aurore à ce sujet. Le revenu de base, c'est un peu la même chose. Dans le contexte français aujourd'hui, on a des éléments importants pour soutenir les revenus de beaucoup de gens, des salariés, etc. Il y a le problème des pauvres, mais je suis pas sûr que ce soit en rajoutant une couche de dépenses publiques générales pour tout le monde qu'on va faciliter nos problèmes. Je vous l'ai dit, on va avoir de l'ordre de 20 points de PIB supplémentaires de dépenses publiques, de dette publique à la fin de l'année. Le débat qui a commencé avec Bruno Le Maire, Roux de Bézieux, etc., sur oulala, on a beaucoup de dettes, il va falloir faire de l'austérité, il va être forcément très sérieux dans quelques mois. Le problème, c'est qu'on a surtout besoin aujourd'hui de services publics supplémentaires, de dépenses pour les services publics supplémentaires. C'est donc des dépenses pour l'hôpital, des dépenses pour l'éducation, des dépenses pour les services publics sur le territoire, etc., etc. C'est de ça dont on a besoin en priorité. Si vous mettez sur le dos des promesses supplémentaires de transfert vers les ménages du type revenu de base, vous pourrez pas faire ces dépenses supplémentaires sous forme de dépenses de services publics. Et je crois que c'est de ça dont on manque aujourd'hui. On peut avoir le débat, enfin, sur le passé. Je pense que c'est déjà l'erreur qui a été faite, y compris par les socialistes dans le passé. Donc, on a privilégié des transferts sociaux supplémentaires, en particulier sous la forme du fait que l'État paye les salaires à la place des entreprises. Donc, je pense à la prime pour l'emploi devenue prime d'activité notamment, et les exonérations de cotisations sociales qui reviennent à ça. Donc, on a privilégié, tous les gouvernements successifs ont privilégié des transferts supplémentaires vers les ménages, et c'est pour ça qu'ils ont été incapables
d'assurer les services publics qu'il aurait fallu. C'est pour ça qu'ils ont fait subir de l'austérité à l'hôpital. C'est pour ça qu'ils ont fait subir de l'austérité à l'éducation. C'est pour ça qu'ils ont fermé les services publics dans les zones rurales, etc., etc. Et je crois que c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc, je vous déconseillerais plutôt de faire des grosses promesses du côté revenu de base et équivalent. Excuse-moi, je n'entends pas là. Excuse-moi, c'est moi qui avais pas mis mon micro. Non, je disais, ça m'amène assez directement à la troisième question, qui est la question d'un plan de relance, de la nécessité ou pas d'un plan de relance. Hein. Donc, ça aussi, tu avais commencé à aborder la question en répondant à la première. Mais est-ce que tu peux y revenir? Et voilà, est-ce que donc il faut un plan de relance? Est-ce qu'il faudra un plan de relance? Et un plan de relance de quelle nature, de quelle ampleur, avec notamment dans d'autres préoccupations qui seraient portées par ce plan de relance, en particulier une préoccupation de relocalisation. Et donc là, j'aimerais bien que tu reviennes sur un papier que tu as fait sur la démondialisation et la discussion autour de la démondialisation, relocalisation, où tu précises bien un certain nombre d'éléments. Donc ça, j'aimerais bien que tu y reviennes. Et puis, autre question jointe qui est est-ce qu'il faut un plan de relance dans lequel dès à présent on réoriente l'économie de manière à ce qu'elle soit effectivement plus juste, à ce que notre modèle économique et social soit plus juste, mais aussi qu'il soit plus durable. Et c'est là où il y a la question de Boris Vallaud qui pose de manière systématique, c'est est-ce qu'il faut dès à présent, dans le plan de relance, sacrifier un certain nombre de secteurs. On a, j'imagine, beaucoup d'entre nous, enfin vous avez beaucoup d'entre vous vu passer un tweet ou enfin une information où on compare la situation, enfin les déclarations du gouvernement sur donc ça c'est le l'UNES nous met l'article dont je parlais de Guillaume sur Alternative Éco. Je reviens, donc les déclarations des différents membres du gouvernement où on voit ce qui est dit sur d'un côté l'indispensable soutien à Air France et de l'autre côté les efforts demandés à la SNCF, donc qui va complètement à rebours de cette idée qu'éventuellement, dans le plan de relance, dès à présent, on essaye de réorienter l'économie, alors qui peut prendre éventuellement une forme de critérisation avec un certain nombre de critères qui sont des critères sociaux, des critères de localisation, des critères de justice sociale et des critères de fonctionnement interne des entreprises. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? J'espère que j'ai bien ouvert mon micro. Oui. Alors oui. Donc on va avoir besoin d'un plan de relance, d'autant que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il n'est pas sûr que cette relance se fasse automatiquement toute seule, pour les raisons dont on a déjà parlé. La difficulté, c'est que on va avoir dépensé tellement d'argent pour soutenir les revenus des ménages, pour éviter la faillite des entreprises, que les dépenses supplémentaires qu'on pourra faire pour financer des mesures positives, qui ne soient pas simplement du soutien à telle ou telle activité, etc. Là, il va y avoir vraiment un débat sans doute assez sanglant sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on peut se permettre, qu'est-ce qu'on ne peut pas se permettre. Et à ce titre, j'émets les plus grands doutes sur les bonnes intentions affichées aujourd'hui par tout le monde et notamment par le gouvernement, notamment sur les questions écologiques, de transition énergétique, etc. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est que ce qui s'est passé après la crise de 2008, donc toute l'austérité qui a suivi la crise de la zone euro en 2010,
une des principales conséquences, c'est que on a dépensé en 2019 2 fois moins d'argent en Europe pour déployer les énergies renouvelables que ce qu'on avait dépensé en 2010. Hein. Donc les premières choses qu'on arrête dans ces cas-là, c'est quand même plutôt effectivement les investissements d'avenir, les trucs qui rapporteront quelque chose dans le futur, mais qui commencent par coûter de l'argent aujourd'hui et ne pas avoir des conséquences positives très fortes dans l'immédiat. Donc là, l'idée que il faudra dépenser beaucoup d'argent pour, en particulier, réorienter l'économie française dans le sens écologique et la société française, il faudra forcément le justifier par des capacités d'emploi immédiat, de répondre en même temps à la crise du chômage. Là, pour l'instant, le chômage a très peu monté. On a eu 60 000 chômeurs de plus au mois de mars par rapport au mois de mars de l'année dernière, mais malheureusement, ça ne va pas continuer comme ça. Donc, il faudra effectivement privilégier des choses qui sont susceptibles de créer beaucoup d'emplois. Je pense notamment aux affaires d'isolation des logements et des bâtiments, etc. Une des difficultés qu'on va avoir pour réorienter l'économie et tenir compte en particulier de la crise climatique et continuer à faire des choses face à cette crise climatique. Une des difficultés qu'on va avoir, c'est la baisse du prix du pétrole. Donc, il a remonté un peu suite aux mesures qui sont prises, mais aujourd'hui, il est à 25 $ le baril au lieu de 50 ou 70 avant la crise. Si ça continue à ces niveaux-là, ça va être très compliqué de réorienter l'économie française. Donc, une des propositions qu'il serait logique de faire dans le contexte-là, je sais que c'est politiquement très sensible, et la Convention citoyenne, puisque tu en parlais, n'a pas voulu aller sur ce terrain-là, mais une des propositions qui serait logique de faire dans ce contexte-là, c'est il faudrait vraiment augmenter la taxe carbone, non seulement pour avoir des ressources fiscales, mais aussi pour pouvoir continuer à justifier de réorienter l'économie et d'utiliser moins d'énergie fossile après la crise. Donc ça, c'est une chose. Ça va poser des questions très difficiles du type de celles que Boris pose, mais il va falloir qu'il trouve des réponses et pas simplement des questions, parce que effectivement, les secteurs les plus affectés aujourd'hui, c'est le transport aérien, mais c'est pas simplement Air France, c'est aussi Airbus, qui subit aujourd'hui des annulations de commandes dans des proportions très importantes. Alors, je ne sais pas ce que les élus socialistes de la région toulousaine vont en penser et vont proposer, mais est-ce qu'on soutient l'industrie aéronautique après la crise? Il y a aussi tout le problème de l'industrie automobile, qui était déjà pas très bien partie avant la crise, mais qui est aussi un des secteurs les plus affectés aujourd'hui. Est-ce qu'on les soutient particulièrement? Est-ce qu'on dépense beaucoup d'argent pour les aider après la crise? Est-ce qu'on les soutient notamment, comme ils le demandent déjà, en repoussant le renforcement des normes qui étaient prévues au niveau européen sur les émissions de gaz à effet de serre et des choses comme ça? Donc là, il va y avoir vraiment, et je pense que bon, les écolos ont des réponses assez simples et assez générales à ce genre de choses, mais si on a des préoccupations d'emploi, de chômage, etc., il va falloir trouver des équilibres dans les réponses qui vont pas être très faciles. Je sais que vous n'êtes pas au pouvoir, donc vous pouvez vous permettre éventuellement, enfin, je dirais, des réponses plus faciles que des gens qui sont en position exécutive. Mais si vous voulez reconquérir le pouvoir, je pense que ça va se jouer aussi à la crédibilité de ce que vous proposez pour l'après-crise. Donc là, il y a des équilibres qui vont être très difficiles à trouver et je n'ai pas de réponse simple à vous apporter. C'est vrai que si on soutient l'automobile, il faut conditionner ce soutien au fait qu'ils accélèrent la mutation des motorisations. Si on soutient Airbus et l'aéronautique, il faut conditionner ça au fait qu'ils accélèrent la réduction des consommations des avions, etc., etc. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer à travers le conditionnement des aides,
Et là-dessus, il faudra être regardant. Il faudra aussi être regardant, c'est un sujet que Isabelle abordera sans doute, mais sur les politiques de la BCE. Hein. Donc aujourd'hui, c'est des politiques qui sont aussi totalement aveugles sur le plan environnemental. Il faudrait que les achats de titres qu'elle fait sur les marchés soient eux aussi conditionnés. Alors après, donc, mais là-dessus, enfin, il n'y a pas de réponse simple et malheureusement, les choix vont être difficiles à faire pour tous les acteurs. Sur la démondialisation, oui, donc un ministre de l'industrie socialiste a fait son retour sur ce thème ces dernières semaines. Et évidemment que ce qui se passe sur les masques, enfin ceci dit, on aurait dit il y a 6 mois, il faut absolument produire des masques en France. Et je pense que tout le monde aurait rigolé et personne n'aurait jugé que c'était absolument indispensable d'avoir une industrie française dans ce domaine. Et donc, on s'est rendu compte que le fait qu'on ne produisait plus un certain nombre de choses dans le médicament, dans le matériel médical, était évidemment un très gros problème, surtout quand c'est la Chine qui les produisait et qu'elle-même avait son économie totalement à l'arrêt. Donc oui, il faut réussir à relocaliser un certain nombre d'activités. Donc il faut réussir à définir ce qu'on considère comme des activités indispensables à relocaliser. C'est un travail qui n'a rien d'évident. Qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Évidemment, sur la question alimentaire en particulier, je crois que ça l'est. Sur la question des médicaments et du pharmaceutique, ça l'est aussi. Mais est-ce que jusqu'où on va et comment on définit les limites, ça c'est un gros boulot qui n'est pas aisé lui non plus à faire. Mais après, sur l'idée qu'il faudrait mettre à bas, profiter entre guillemets de cette crise pour mettre à bas la mondialisation et démondialiser l'économie globale, je pense que ça c'est une idée à manipuler avec beaucoup de précautions. Parce que on va pas se remettre tous à faire tous les produits au niveau national, voire régional, voire local, parce que derrière la mondialisation, il y a quand même une logique de base qui est très importante et qui est une logique économique qui va au-delà des intérêts du grand capital, qui est celle des économies d'échelle, c'est-à-dire que ça coûte moins cher de concevoir et de produire un bien pour le vendre à 7 milliards d'êtres humains que pour le vendre à 66 millions de Français. Et ça vaut en particulier pour les produits ou les services qui sont très intensifs en recherche et développement et en investissement matériel ou immatériel en général. Donc on va pas se mettre à faire tous des ordinateurs, des tablettes, des téléphones portables, ça va pas marcher. Ou alors il va falloir les payer beaucoup plus cher et ça va se traduire par une baisse du niveau de vie de tout le monde. Donc il faut réussir à relocaliser sans forcément démondialiser. J'attire votre attention que c'est vraiment une confusion importante qui est faite souvent dans ce débat entre ces deux termes. Des entreprises, alors je sais que c'est pas les plus attirantes pour vous, mais des entreprises comme McDonald's ou des entreprises comme Coca-Cola sont des entreprises multinationales très globalisées qui sont en même temps très localisées au niveau de leur production. Hein. Au niveau écologique, Coca-Cola c'est un désastre pour la santé à cause du sucre, etc. Mais en matière de transport, il n'y a pas beaucoup de transport parce qu'ils font tout embouteiller très près des marchés qu'ils desservent. Et McDonald's, c'est pareil, c'est une catastrophe pour plein de raisons. Mais en même temps, ils achètent beaucoup localement les patates, la viande, etc., etc. Ils la transportent pas des États-Unis. Donc, il y a possibilité aujourd'hui d'avoir une relocalisation de la production sans pour autant mettre à bas toute la mondialisation de la production et notamment de la conception des produits. Et je crois que c'est très important. Alors évidemment, il y a une question majeure pour les Européens, c'est que pour autant, il ne faut pas que les multinationales qui produisent tous les produits de demain, la high-tech, etc., restent soit chinoises, soit américaines. Il faut le régler à travers une politique industrielle européenne, mais à nouveau, là, ce sera pas, et ça ne peut pas être une politique industrielle française qui réponde à ces problématiques. Donc, sous cet angle-là, il faut vraiment se méfier, je crois, de l'idée de démondialisation, d'autant que si ça se traduisait par des guerres commerciales, une fermeture des frontières, une politique à la Trump
généralisée. Ce serait aussi très mauvais, à la fois pour faire face aux crises sanitaires telles qu'on la connaît aujourd'hui. Hein, donc on voit Trump qui veut démolir l'OMS. Donc il y a des raisons d'être très critique vis-à-vis de l'attitude de l'OMS dans cette crise sanitaire, mais détruire l'OMS, c'est certainement pas la solution. Et de la même manière, c'est la même chose sur le plan climatique. Hein, donc la crise climatique, on la résoudra certainement pas au niveau national et même pas au niveau européen. On peut la résoudre que à travers une coopération et des accords internationaux. Si la ruée vers la démondialisation se traduit par une démolition supplémentaire des instances supranationales, multilatérales, et l'impossibilité de négocier quoi que ce soit au niveau multilatéral demain, on n'aura vraiment pas gagné sur tous ces plans-là. Isabelle, ton micro est éteint. Pardon, à chaque fois j'oublie de rétablir mon micro. Oui, je disais la quatrième question, je voulais que tu reviennes sur les problématiques de l'action de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne, mais tu en as déjà dit beaucoup, donc je pense qu'on peut aller plus vite. Juste un point, parce que ça a fait l'objet d'une présentation par Laurent Cialom la semaine dernière, je crois, qui nous a présenté la note de Terra Nova qu'elle a produite sur la problématique de l'effacement des dettes. Hein, l'une des pistes pour faire face aux énormes besoins financiers des États hein, pour soutenir l'économie. L'une des pistes qui est discutée en ce moment, c'est la problématique de l'effacement des dettes, qui a été annoncée par le président de la République pour les pays africains, mais la position de Laurence Cialom et de Britono, le doctorant avec qui elle travaille, c'est une politique d'effacement des dettes de manière plus générale. Alors, ça fait beaucoup débat, hein, c'est beaucoup discuté en ce moment, et tout le monde, ça s'engueule pas mal. En même temps, ce qui est absolument incroyable, c'est que c'est là où on se rend compte qu'on est face quand même à un contexte où la violence du choc est telle que des questions qui paraissaient mais impensables, même les mettre dans le débat, aujourd'hui apparaissent dans le débat à tel point que Lagarde a tenu à juger nécessaire de se prononcer contre. Mais ne serait-ce que se prononcer contre, ça veut dire quand même déjà que c'est dans le débat. Donc toi, quelle est ta position là-dessus ? Rapidement, parce que tu nous as déjà parlé des eurobonds, je suis pas sûre, enfin voilà, donc rapidement sur cette problématique spécifique de l'effacement des dettes, et puis après on passera aux questions des camarades. Ok, donc sur les dettes, je pense que il y a le débat sur l'effacement et je vais y revenir, mais je crois que la question principale qui se pose dans cette crise tout de suite, c'est surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'entasser des dettes supplémentaires. Donc la question du financement direct par la BCE d'actions qu'on pourrait mener dans cette crise qui éviterait des dettes supplémentaires et des dettes publiques supplémentaires est à mes yeux une question cruciale. C'est pas forcément la plus simple à régler sur le plan politique, mais il n'y a pas simplement la question de qu'est-ce qu'on fait pour effacer les dettes, c'est aussi la question qu'est-ce qu'on fait pour ne pas entasser de nouvelles. Sur la question de l'effacement des dettes, oui, c'est un mot d'ordre qui plaît toujours beaucoup à gauche. Le problème, c'est que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. C'est-à-dire que derrière une dette, il y a toujours un créancier. Et donc, si on efface une dette, ça veut dire que on atteint le patrimoine de quelqu'un en face, les créances détenues par quelqu'un en face. Et ce qui se trouve, c'est que dans nos pays, dans les pays développés, beaucoup de gens ont du patrimoine financier. Il y a des vrais prolétaires, il en reste chez nous, des gens qui n'ont pas d'épargne de côté, mais la
grande majorité des Français et la grande majorité des socialistes et des électeurs socialistes, ils ont de l'épargne, ils ont notamment de l'assurance vie, qui est essentiellement placée en titre de dette d'État. Donc si on annule une partie significative des dettes d'État, ça veut dire que on fait perdre de la valeur au patrimoine détenu par des gens qui sont pas simplement des gens du grand capital, même si les patrimoines et la concentration des patrimoines est beaucoup plus importante encore. Enfin, les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus importantes encore que les inégalités de revenus. Donc c'est une question qui est à manipuler avec douceur. Pour une autre raison, c'est que dès que vous agitez l'idée qu'on va effacer les dettes demain, ça entraîne forcément le fait que les taux d'intérêt sur les gens qui émettent les dettes en question augmentent. On considère a priori que donc si l'idée c'est que demain une partie des dettes qui sont émises par l'Italie, par la Grèce, par l'Espagne vont être annulées, ça veut dire que les investisseurs vont a priori dès aujourd'hui s'en détourner, et donc vous faites monter les taux d'intérêt qu'ils subissent aujourd'hui. Donc vous créez le problème plus que vous ne le résolvez par rapport à une situation qui est aujourd'hui relativement calme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un épisode important de la crise de 2008-2010 où Madame Merkel insistait beaucoup pour que toutes les interventions potentielles du mécanisme européen de stabilité qu'on mettrait en place soit couplée à une restructuration des dettes des pays en question. Et le gouvernement français de l'époque s'était beaucoup opposé à cette idée, notamment parce que cette idée avait comme le fait de mettre ça dans le débat avait comme conséquence immédiate de faire monter les taux d'intérêt des pays qu'il s'agirait d'aider par la suite. Donc c'est pour ces deux raisons quelque chose qu'il faudra faire compte tenu des niveaux qui sont atteints aujourd'hui et qui seront atteints après la crise en termes d'endettement public, mais aussi des entreprises, mais qu'il faudra faire avec discernement et prudence dans le maniement de l'opération. J'ajouterais que pour les entreprises, la question d'annuler les dettes pour les entreprises pose toujours des problèmes d'équité entre créanciers, entre débiteurs, pardon. Est-ce que annuler les dettes de pays qui ont mal géré leurs finances publiques pendant très longtemps, est-ce que c'est juste vis-à-vis des Finlandais qui ont toujours été sérieux, etc., etc. Est-ce que ça pose ce genre de problème? Mais ce genre de problèmes sont exacerbés du côté des entreprises. Hein, donc, on risque d'avoir des effets d'aubaine, d'encourager des gens, d'aider des gens qui sont endettés parce qu'ils ont mal géré leur boîte ou parce que leur boîte n'a plus de raison d'être, notamment sur le plan écologique, etc. demain. Donc ça pose des problèmes de justice qui sont et d'équité qui sont toujours très compliqués. Alors une fois qu'on a dit tout ça, on est quand même dans une situation a priori relativement favorable pour effacer les dettes à des niveaux importants. On est dans une situation favorable parce que une partie significative de ces dettes est aujourd'hui détenue par la BCE. Donc la BCE détient aujourd'hui l'équivalent de 40% du PIB de la zone euro. Ça, c'était avant la crise. Après la crise, ce sera probablement 60%. Hein, donc la BCE elle-même va injecter 10% de plus dans l'économie européenne, et comme cette économie européenne elle-même aura baissé de 10%, elle détiendra 60% du PIB de la zone euro de dette. Et notamment, elle détiendra, je pense, 30-35% du PIB de la zone euro de dette publique, à peu près autant des dettes de chaque État.
Si on annule du jour au lendemain les créances détenues par la BCE, il ne se passe strictement rien dans l'économie réelle. Personne n'est perdant. C'est juste un jeu d'écriture dans les livres de la BCE. Simplement, ce qui se passe, c'est que c'est un jeu d'écriture qui est sans doute politiquement, enfin qui est peut-être juridiquement difficile et qui est en tout cas sans doute politiquement très difficilement vendable au club des radins qui a quand même beaucoup son mot à dire aujourd'hui en Europe. Il y a un moyen qui est dans le débat. Qui sont le club des radins. Enfin, je pense que tout le monde sait, mais aujourd'hui c'est essentiellement la Finlande, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Autriche, hein, donc qui jouent le rôle, enfin qui les méchants sur les Corona Bonds, etc. Mais ça pose aussi des problèmes juridiques sérieux vis-à-vis du statut de la BCE, etc. Il y a une solution qui me paraît très intéressante, qui a été mise dans le débat public par un monsieur qui s'appelle Paul De Grove et qui a assez souvent des bonnes idées, c'est de dire il faut transformer les dettes détenues par la BCE en une rente perpétuelle, donc dire ces dettes n'ont plus besoin jamais d'être remboursées, et une rente perpétuelle à taux d'intérêt zéro. Donc ça veut dire c'est un moyen de ne pas annuler ces dettes. Elles continuent à figurer au bilan de la BCE, on n'y a pas touché, elles sont là, etc. Mais elles n'ont plus aucun effet économique, on n'a plus besoin de les rembourser à un moment donné, au bout de 10 ans pour un type à 10 ans, on n'a plus besoin de verser d'intérêt pour ces dettes. Donc si c'est plus vendable politiquement, ça permettrait de faire la même chose sans agiter un totem qui est à la fois très dangereux politiquement vis-à-vis du club des radins, mais aussi vis-à-vis des marchés financiers et qui pourrait déclencher de la spéculation là où on a réussi à la calmer pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Alors, on va ouvrir la discussion. Je vois qu'Olivier est là. Je ne sais pas si, Olivier, tu veux intervenir maintenant. Non, je veux juste saluer Guillaume. Je viens de rejoindre, malheureusement, avec beaucoup de retard, la discussion parce que j'étais dans des rendez-vous et je dois à nouveau repartir dans quelques minutes parce que j'ai un rendez-vous avec le préfet de mon département. Donc, je voulais simplement le saluer, le remercier. Je lirai le compte-rendu qui sera fait avec attention et je lui souhaite plein de courage pour plein de raisons, mais il comprendra parce que Guillaume n'est pas seulement un économiste averti, il est aussi de ceux qui font progresser l'idée de l'union de la gauche et des écologistes. Et donc, de tout cela, je lui suis gré. Voilà, cher Guillaume, merci. Merci Olivier. Alors, on va prendre une question de Jean-Marc Germain. Bonjour Guillaume. Question, oui. Enfin, d'abord, peut-être un commentaire rapide pour dire que je suis d'accord avec, comme souvent, beaucoup de choses que tu as dites. Revenu de base, moi, je pense que c'est pas une solution pour la France. C'est une solution pour les pays en développement ou pour des pays qui n'ont pas notre niveau de protection sociale, et ça l'est encore moins dans une situation de crise où on a tous les outils qu'il faut pour aider les ménages de manière beaucoup plus pertinente, et notamment ceux qui en ont besoin et qui vont avoir des chutes de revenus. D'accord aussi sur le mécanisme que tu proposes et qui me semble essentiel pour aider les entreprises via la BEI refinancée par la BCE. Ça me semble être quelque chose qu'on doit porter de manière très forte. D'accord aussi, je l'avais dit dès le début dans nos auditions, les économistes, comme l'a dit Isabelle, étaient assez optimistes sur la capacité de rebond. Moi, j'étais plus pessimiste qu'eux. Je pensais qu'il y avait besoin d'un plan de relance et maintenant, j'en suis plus que jamais convaincu. Il faut à la fois un plan de soutien et il faudra un plan de relance et il devra être très puissant. Et ça m'amène à ma première question, qui est que en 2008, on a mis 10 ans, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'on regarde trop souvent le PIB, mais si on regarde le PIB par tête, on a mis 10 ans à sortir de la crise.
La crise étant au moins d'ampleur double, est-ce que tu anticipes une période plus longue ou pas, ce qui change évidemment totalement l'horizon politique dans lequel on veut ou on va se situer. Dans ce que tu as dit, j'ai une divergence en revanche, une surprise, je te trouve bien frileux à travers une discussion sémantique sur la relocalisation des activités. Moi, je pense qu'il faut à la fois relocaliser, et moi, j'utilise pas le terme de démondialisation, qui est un terme négatif, mais réarmer notre capacité stratégique à maîtriser non seulement la production, mais aussi les capitaux qui financent cette production. Et j'avais dans ma circonscription une usine qui fabriquait des bouteilles de Coca-Cola. L'ensemble des profits étaient évidemment délocalisés et la pression sur les coûts, sur les conditions salariales et sur les fermetures d'ailleurs était dramatique. Donc c'est aussi une question stratégique de maîtriser le capital, pas simplement, d'ailleurs peut-être pas du Coca-Cola où c'est un sujet environnemental que tu l'as dit, mais sur tout un tas d'activités stratégiques et on voit combien beaucoup d'activités sont stratégiques. Donc moi je pense que dans cette période il faut être très allant et il faut être allant sur, je fais le lien avec l'affaire du plan de relance et la question écologique que tu as abordée, qui est qu'on doit conditionner notre soutien aux entreprises via les différents mécanismes qui sont envisagés à une très forte orientation vers une transformation écologique. On va déployer des centaines et des centaines et des milliards d'euros partout dans le monde. C'est très précisément l'argent qu'il faut pour assurer la transition écologique. Donc, fixons-nous l'objectif de faire cette transition dans les 10 ans qui viennent, et y compris, tu évoquais la question, par exemple, de l'automobile. Le sujet, c'est pas de ne plus se déplacer, c'est pas de ne plus avoir des véhicules, c'est d'avoir des véhicules propres. Donc, s'il faut sauver Renault, Peugeot et compagnie, ben, faisons-le avec des exigences extrêmement fortes en disant, vous arrêtez les véhicules diesel, vous leur mettez d'une manière ou d'une autre, démerdez-vous, des moteurs électriques. Enfin, je simplifie, je caricature à l'extrême le débat, mais ça me semble extrêmement important de ne pas lâcher là-dessus et de ne pas opposer l'industrie et l'écologie et la nécessaire relocalisation et la possibilité de le faire en assurant en même temps la transition écologique. Ça m'amène sans transition, même si évidemment via les financements, il y a un sujet. Sur ma deuxième question, tu l'as largement abordé, sans toutefois y répondre, c'est-à-dire que si d'une manière ou d'une autre, il y a des effacements de dette au niveau européen, des mécanismes qui garantissent qu'il n'y a pas de spéculation contre des États et des dettes souveraines, et ça on sait faire, il suffit que la BCE dise il n'y aura jamais de faillite de l'Italie, il n'y aura jamais sortie de l'Italie, de l'Espagne, de la zone euro, pour qu'il n'y ait pas d'attaque spéculative ciblée, mais si d'une manière ou d'une autre, il y a un effacement de dette européenne, que ce soit par un abandon de créances de la BCE ou moyen mécanisme que j'aime bien, c'est la monétisation de la dette européenne, c'est-à-dire que la BCE reprend 60, pourquoi pas 100%, et ensuite fait marcher la planche à billets pour rembourser les intérêts, ce qui dévalorise l'euro, plus précisément d'ailleurs qui maintiendra, puisque les Américains vont faire la même chose, et les Chinois sans doute aussi, une parité raisonnable entre le dollar, l'euro et le yen. Mais la sous-question, et je termine là-dessus en m'excusant d'avoir été long, c'est est-ce que tu penses, est-ce que tu crains que tout ça peut avoir un impact sur les taux d'intérêt de la zone euro, et donc y compris de la France et de l'Allemagne? Parce que si on va à fond dans ces mécanismes-là, est-ce qu'on ne peut pas se dire que des taux de 3, 4, 5, 6% pourraient ressurgir en Europe? Merci. Comment on fait, Isabelle? Oui, vas-y, tu réponds. Ok. Alors, sur la durée de la crise et ses conséquences, etc. Bon, simplement, je mesure pas, et je pense que personne ne mesure aujourd'hui ce que ça peut être. Simplement, si on prend le parallèle avec 2008, il faut bien mesurer que si ça a duré aussi longtemps et si ça a été aussi difficile pour la France et pour l'Europe,
c'est quand même uniquement parce qu'on s'y est pris comme des manches. Hein. Donc la crise tant de 2001 que les crises de 2008, c'était d'abord et avant tout des crises américaines liées au dysfonctionnement américain des marchés financiers américains, de la finance américaine en particulier. L'économie des États-Unis s'est redressée beaucoup plus rapidement que l'économie de la zone euro. Dans les deux cas, simplement parce qu'ils avaient des règles moins stupides et des outils mieux adaptés pour la gérer. Donc c'est pas alors, la crise actuelle est d'une nature différente, d'une profondeur plus importante encore, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, je pense pas qu'on puisse déduire du fait que ça s'est mal passé pour nous après 2008 que ça se passera forcément plus mal encore cette fois derrière, parce que quand même, on a, je crois, tiré un certain nombre de leçons de cette crise-là. En tout cas, on a réagi plutôt moins mal pour l'instant sur le plan économique dans l'immédiat. Par ailleurs, je suis persuadé, on n'en a pas discuté encore ici, mais je pense que c'est une partie importante du paysage. Je suis persuadé que les Allemands sont devenus moins cons aussi, et qu'ils sont, même s'il y a de la résistance là tout de suite sur les Corona Bonds, etc., qu'en tout cas ils sont beaucoup plus prêts aujourd'hui à faire ce qu'il faut ensemble qu'ils pouvaient l'être en 2008 ou en 2010 pour redresser l'économie européenne. Je pense qu'ils ont vraiment compris maintenant que face à Trump, face à la Chine de Xi Jinping, même avec leur super industrie, ils font jamais le poids tout seuls. Ils ont compris qu'ils ont absolument besoin de l'Europe. Ils ont compris que avec le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, ils n'ont pas d'autre choix que de s'entendre avec nous s'ils veulent maintenir l'existence de l'Union européenne, de la zone euro, etc. Et je pense qu'on est dans une bien meilleure rapport de force vis-à-vis d'eux pour aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort et s'en sortir moins mal que on avait pu le faire de la crise de 2008-2010 sur ces plans-là. Ça rejoint d'ailleurs le sujet que tu as évoqué sur l'industrie, réindustrialiser, etc. Je pense qu'ils sont vraiment mûrs pour avoir une politique industrielle européenne dans un certain nombre de secteurs, dans le secteur du numérique, dans le secteur de la transition énergétique. Et là, simplement par rapport au débat sur la mondialisation, je l'avais dit tout à l'heure, simplement, je ne crois pas que ce soit une question qu'on puisse régler à l'échelle française dans quasiment aucun domaine économique aujourd'hui. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on est capable, sur la base de cette crise, de doter l'Europe d'une politique industrielle à la fois défensive vis-à-vis des achats d'entreprises, des capitaux étrangers qui viendraient s'implanter en Europe, mais aussi offensive en termes de recherche, développement, de soutien d'activité, etc., etc. Je crois que et ça peut être le cas, je crois que les Allemands en particulier sont prêts, ne considèrent plus aujourd'hui la question de la politique industrielle et de la politique industrielle européenne en particulier comme un tabou et comme quelque chose qui serait inacceptable. Il y avait déjà des signaux en ce sens significatifs avant la crise. Je pense qu'il faut vraiment chercher à les exploiter dans la crise aujourd'hui. Par ailleurs, sur les questions que tu évoquais de fiscalité, oui, il y avait des choses très importantes. Enfin, c'est évidemment le problème, c'est que c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que le thème de la démondialisation arrive à maturité sur le plan du débat politique, sur le plan culturel, etc. Au mauvais moment, au moment où c'est plus ça dont on a besoin. Il y a toujours un retard de la sphère idéologique, culturelle sur la réalité. Et la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on a déjà fait beaucoup de progrès sur la question de la fiscalité avec l'OCDE depuis 2008-2010, qu'on peut aujourd'hui
battre et éliminer les paradis fiscaux si on est capable de poursuivre sur cette voie-là. Et j'attire votre attention sur le fait que c'est un domaine où pour l'instant Donald Trump n'a pas mis en cause le travail multilatéral qui était engagé. Si vous voulez, la question des paradis fiscaux, elle est très simple à régler. C'est toujours des territoires tout petits, qui n'ont pas d'armée, qui pèsent rien sur le plan géopolitique. Si la France et l'Allemagne sont d'accord, il n'y a pas besoin d'envoyer beaucoup de divisions pour mettre le Luxembourg au pas. Le problème, on n'a pas réglé la question des paradis fiscaux jusque-là pour une seule raison, c'était que les dirigeants des grands États ne voulaient pas faire de peine à leurs riches et ne voulaient pas faire de peine à leurs multinationales qui utilisaient ces paradis fiscaux. Depuis la crise de 2008, on est dans une situation où les dirigeants des grands États ne peuvent plus jouer ce jeu-là parce que les besoins de finances publiques sont trop importants et ils vont le devenir encore plus avec la crise, et aussi pour des raisons politiques, c'est-à-dire que ils ne peuvent plus tenir leur peuple s'ils sont obligés de continuer à abaisser les impôts sur les riches et sur les entreprises pendant qu'ils augmentent les impôts sur les pauvres et sur les classes moyennes. C'est toute la question du populisme. Donc, ils sont prêts, je crois, et ils vont l'être encore plus après la crise, à régler la question des paradis fiscaux. Et je pense qu'on peut le régler, y compris avec Trump, y compris avec les Américains à l'échelle internationale. Par ailleurs, sur la question des relocalisations, il y a quand même une dimension qui est très importante, qui était déjà là avant la crise et qui sera encore plus là après la crise, c'est que la Chine a changé de modèle. Les salaires chinois ont beaucoup augmenté. La Chine est tournée vers sa demande intérieure. La Chine a beaucoup plus réduit ses excédents extérieurs que l'Allemagne pour l'instant. Donc les salaires chinois sont aujourd'hui équivalents aux salaires bulgares ou roumains, etc. Il y avait déjà avant la crise un mouvement de relocalisation important. Je pense qu'il va se poursuivre, significatif, pas important, significatif. Je pense qu'il va se poursuivre et s'accélérer après la crise, sans qu'on ait besoin de casser beaucoup de porcelaine pour ça. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres zones géographiques à l'échelle mondiale qui puissent prendre le relais de la Chine pour exercer le même type de dumping social et environnemental que la Chine a exercé depuis 30 ans vis-à-vis de nous. C'est pas l'Afrique, la Chine, le problème de la Chine, c'est que c'était à la fois un pays à bas coût et un pays à état fort, avec une politique très volontariste, etc. Les zones qui seraient susceptibles d'être des pays à bas coût aujourd'hui ne disposent pas du tout des mêmes atouts que la Chine pour exercer le même type de pression sur le reste du monde. Donc je pense que les problèmes de la mondialisation tels qu'on les a connus avant la crise, ils étaient déjà assez largement en voie de règlement avant la crise, et je ne vois pas de raison pour lesquelles la crise les aggraverait, à part le fait que nous-mêmes, nous aggravions des problèmes internationaux en prenant des mesures de démondialisation active qui ferait que on irait vers un monde de plus en plus guerrier et de moins en moins coopératif. Sur l'effacement des dettes, oui, donc sur la conditionnalité, oui, c'est clair, mais la question de l'automobile est quand même plus compliquée que celle que tu dis, Jean-Marc, parce que la question, c'est pas de remplacer les moteurs thermiques par des moteurs électriques. La question, c'est d'avoir des véhicules partagés au lieu de continuer d'avoir chacun un véhicule qui reste 95% du temps au bord d'un trottoir qui l'encombre. Et surtout, si ce véhicule est électrique, ça veut dire que c'est un véhicule qui est encore plus lourd, qui contient encore plus de matières premières rares et difficiles à recycler, etc. Donc c'est bien un changement de modèle et pas simplement de motorisation qu'il s'agit dans ce secteur-là. Et c'est un peu la même chose du point de vue de l'avion et du tourisme la question de savoir si on continuera à avoir des réunions de business qui font que tous les cadres dirigeants d'entreprise se déplacent pour 2 heures de l'autre côté de l'Atlantique et reviennent le lendemain, va continuer à se poser après la crise. Donc c'est pas simplement de faire des économies d'énergie sur les mêmes choses. On a vraiment des questions de changement de modèle qui sont très lourds sur des secteurs qui sont très impactés par la crise d'aujourd'hui. Et il va falloir pousser ce changement de modèle au-delà de simplement des changements de motorisation.
Ouais, sur l'effacement des dettes, oui, et le taux d'intérêt. Oui, tu as raison de penser que la BCE peut régler ces problèmes, mais ça pose quand même, ça peut régler, peut contribuer à régler ces problèmes. Il faut pas quand même tout faire reposer sur la BCE, sinon on risque d'avoir des problèmes juridiques et des problèmes politiques assez sérieux. Là, la BCE vient de régler une partie des problèmes qu'on avait là tout de suite en prenant des mesures qui, sur le plan juridique, je pense, vont poser des questions. Hein. Donc, elle s'est, jusque-là, quand elle intervenait sur les marchés financiers, elle s'obligeait à acheter une proportion donnée de titres de dette allemands en même temps qu'elle achetait des titres de dette italiens. Là, elle a dit, dans le contexte d'aujourd'hui, je m'en fous, je m'autorise à n'acheter que des titres de dette italiens. Là, tout de suite, ça passe, mais je ne sais pas s'il n'y aura pas quelqu'un qui, dans 3 mois, va faire un recours devant le tribunal constitutionnel allemand ou devant la Cour de justice européenne pour dire la BCE a outrepassé son mandat en agissant ainsi. Donc, il faut qu'on trouve aussi d'autres mécanismes pour régler ces questions que simplement de miser pour tout faire sur la BCE en Europe. Merci. Merci. Alors, il y a une question de Daniel Goldberg. Enfin, des questions de Daniel. Oui, bonjour. En fait, bonjour Guillaume, mais tu as répondu à certaines d'entre elles sur le rôle de l'Allemagne, enfin comment dire, la disponibilité de l'industrie allemande aujourd'hui, enfin plutôt des acteurs allemands. Non, je voulais revenir en fait. Du coup, je vais aller sur peut-être d'autres sujets. Bon, le premier, le débat. Démondialisation, en tout cas plutôt réinternalisation, parce que c'est comme ça que peut-être il faut le poser d'un certain nombre de filières économiques. Tu en as dit un mot sur la santé, sur l'agriculture, peut-être sur d'autres industries numériques aussi, mais du coup, j'ai compris ta position et je la connaissais par ailleurs, mais du coup se pose une autre question par rapport à la mondialisation telle que on l'a connue. Ceux qui me connaissent bien vont penser que je vais changer parce que dans le cadre de ces auditions, je pense que ça va être la 3e fois que je cite la note de DSK d'il y a quelques jours. Mais se pose sans doute une question de réinternalisation du coup de la chaîne de valeur, au moins dans les pays ouest européens et en particulier, comment dire, au niveau français. Peut-être que dans la mondialisation que l'on a connue ces dernières années, et ça remonte pas si loin que ça remonte à 3-4 ans pour ce qui nous concerne quand nous étions en responsabilité. Tous les débats autour du CETA et du TAFTA, c'était pas des débats qui étaient, comment dire, complètement dépassés. Certes, c'était il y a 3 ans, mais ça nous agitait beaucoup. Donc c'est peut-être, est-ce que c'est cette forme-là de mondialisation finalement qui est derrière nous? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, c'est sur cet aspect-là. Si on peut pas penser qu'on va produire tout dans l'Hexagone, est-ce qu'il faut pas penser à une forme de réinternalisation de la chaîne de valeur? D'ailleurs, ce que faisait l'Allemagne beaucoup plus que nous dans son espace industriel avec les pays de l'Europe de l'Est, où elle avait construit son comment dire son organisation économique, pardon, et puis aussi pour des questions stratégiques, parce qu'on a aujourd'hui finalement, avant, on pensait qu'on avait une extrême dépendance vis-à-vis notamment des USA. Aujourd'hui, on a, à mon avis, une double dépendance stratégique forte, toujours un peu vis-à-vis des USA, mais aussi vis-à-vis de la Chine. Donc, cette question-là, elle est économique, mais pas que économique, c'est plutôt d'avoir les moyens économiques d'une indépendance politique. Donc, je voulais questionner là-dessus. Le deuxième point, alors tu as beaucoup répondu sur l'Allemagne, donc je vais pas y revenir sur les évolutions des acteurs économiques allemands, etc. Mais j'avais une question sur la résistance du modèle économique allemand. Est-ce que le fameux Mittelstand, c'est-à-dire l'organisation allemande autour des grandes entreprises et avec un faisceau de TPE et de TI autour, est-ce que tu penses que du coup ils vont mieux résister que nous ou pas? Et toujours sur l'Allemagne, puisque tu en es un des spécialistes, Angela Merkel arrive à la fin de son mandat dans quelques mois maintenant, et donc est-ce que le sentiment que tu donnais aujourd'hui, tu penses qu'il est largement partagé
dehors de la personnalité d'Angela Merkel. Donc ça, c'était une série de questions. La deuxième, du coup, c'est sur les niches fiscales françaises. Certaines sont en direction des particuliers, d'autres sont, même s'ils sont des très 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 grosses niches, en direction des entreprises. Je pense au crédit impôt recherche, par exemple, c'est plusieurs milliards d'euros. Est-ce que dans les besoins que l'on va avoir demain, est-ce qu'il faut rediriger ou comment dire prendre en compte ces types de crédits d'impôt? Je parle pas trop sur les particuliers, mais voilà. Il y a la question du CICE quand même, qui était doublé dans le budget 2020. C'était 20 plus 20 par la transformation du CICE. Que faut-il en faire finalement avec à la fois la crise économique et donc les difficultés des entreprises, mais d'un autre côté les difficultés de l'État français si on n'arrive pas à flécher ça un peu. Et puis une troisième question, c'était sur le télétravail. Est-ce que du coup, d'après toi, finalement, le fait qu'on arrive même à faire des réunions nationales du Parti socialiste en visioconférence, est-ce que du coup, la forme de télétravail qui se développe aujourd'hui dans le pays pour cause de confinement, c'est une possibilité de développement qui peut perdurer? Guillaume, donc des réponses relativement courtes parce qu'on a pas mal de questions qui arrivent. Alors, oui, sur les chaînes de valeur, oui. Effectivement, il faut, on est allé trop loin sur les questions de fractionnement de la chaîne de valeur et ça crée des faiblesses quand il y a un maillon qui lâche, évidemment, et on vient de le voir. Donc, il faut raccourcir les chaînes de valeur. Mais donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on articule ça avec l'attitude qu'on adopte vis-à-vis des multinationales. Est-ce qu'on dit c'est les multinationales qui doivent raccourcir leur chaîne de valeur, donc réintégrer des productions, relocaliser des productions plus près des marchés finaux, etc., etc. Ou est-ce qu'on dit que c'est chacun qui doit recréer la production de tous ses biens? Ça, c'était le point que je levais et j'attirais simplement votre attention sur le fait que si c'est le deuxième sujet que vous choisissez, ça va coûter très cher et ça va appauvrir tout le monde. Sur le CETA et le TAFTA, oui, il s'agit bien de renoncer à un type de mondialisation de ce type-là. Il faut effectivement réussir à enterrer définitivement toutes ces histoires de tribunaux, d'arbitrage et choses de ce type-là que les socialistes ont toujours soutenu jusqu'ici. Donc là, il y a effectivement un aggiornamento à faire, notamment chez vous. Mais je pense qu'on peut pousser. Enfin, je pense que la loi sur le devoir de vigilance que Dominique Potier avait poussé dans la dernière législature, malgré la résistance d'Emmanuel Macron et qu'on avait réussi à faire passer quelques jours avant qu'il prenne le pouvoir, c'est des bonnes pistes, c'est-à-dire qu'il faut réussir à européaniser tout ça, c'est-à-dire trouver les moyens d'obliger les multinationales à cesser le dumping fiscal, social et environnemental, et celle-là me paraît très très utile. Alors sur l'Allemagne, la résistance du modèle allemand, donc vous avez vu qu'il a résisté sur le plan sanitaire déjà pas trop mal, que malgré l'austérité très forte qu'il avait subie, il avait fait subir à son système de santé une austérité plus faible et des mesures prises plus tôt, plus près du terrain, dans un cadre décentralisé, ont été plus efficaces que le jupitérisme à la française pour faire face à l'épidémie jusque-là. Donc ça, c'est une leçon de plus. Enfin, je veux dire, la centralisation à la française a été une des raisons de la catastrophe sanitaire qu'on vit aujourd'hui. Et j'espère que vous en tirerez, vous aussi, les conclusions qu'il faut changer assez profondément nos institutions, et notamment nos institutions présidentielles. Je sais que les socialistes y sont toujours favorables quand ils sont dans l'opposition, mais une fois qu'un des leurs est installé à la présidence, ça devient plus compliqué. Donc ça, c'est sur l'aspect sanitaire. Sur l'aspect économique, je pense que une des raisons qui fait que les Allemands sont plus prêts à agir, c'est que je crois qu'ils ont pris conscience des faiblesses et des limites de leur appareil productif
Leur industrie va beaucoup mieux que la nôtre, mais elle produit quand même aujourd'hui un peu la même chose qu'au début du XXe siècle, c'est-à-dire des voitures et des grosses machines. Et ils ont loupé, comme nous, parce qu'on n'a pas eu de politique industrielle européenne, tous les trucs d'avenir, que ce soit les portables, les logiciels, Internet, etc., etc. Et donc, ils sont dans une situation de faiblesse importante, notamment du fait que la Chine est aujourd'hui capable de produire, dans une qualité comparable à la leur, le même type de choses qu'ils sont capables de produire, notamment parce que les multinationales allemandes, comme les autres, ont fait du transfert de technologie vers la Chine quand elles y étaient obligées pour s'y installer et pour être présentes. Donc le modèle allemand, il est très mal barré. En particulier, l'automobile allemande était déjà dans une situation très difficile avant la crise et je pense que ça va pas s'améliorer avec la crise. Alors, on a déjà dit plein de fois, et j'ai moi-même dit plein de fois que le modèle allemand était très mal barré. Il a réussi à rebondir et à se reconstruire. C'est la résilience du modèle allemand qui est liée notamment à la cogestion, à la codétermination et à la capacité justement de pas être jupitérien et de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs et à discuter est très importante, mais je pense quand même qu'ils sont dans une situation très difficile. Ce qui est fait la force du modèle allemand, c'est ce que tu as évoqué, Daniel, mais c'est pas tellement le Mittelstand au sens d'entreprise de taille moyenne, c'est surtout le fait de produire des biens d'équipement. On réussit à maintenir une industrie sur son territoire si on produit en même temps les machines qui vont dans cette industrie. Parce que c'est le moyen d'être à la frontière technologique. Si vous devez acheter les machines aux autres, vous aurez toujours un train de retard sur la dernière technologie, la plus avancée, la plus efficace, etc. Parce que les autres l'auront utilisée chez eux avant de vous la vendre à vous. Donc c'est surtout ça qui a peiné en France jusque-là. Est-ce qu'on est capable de reconstruire en France une industrie des biens d'équipement? Dans les biens d'équipement classiques, non, évidemment. On va pas se mettre à refaire des machines-outils comme les Allemands. Dans les biens d'équipement qui vont dans l'industrie numérique de demain, dans la high-tech, etc., ça me paraît possible, notamment parce que dans tous ces domaines-là, on n'est pas plus mal barré que les Allemands, au contraire, on a plutôt plus de mathématiciens, plus de gens dans les logiciels, etc., etc. Donc oui, il faut être capable, notamment par rapport à l'Allemagne, d'être mieux placé à l'avenir pour les industries d'avenir. Mais je crois qu'on n'est pas forcément mal barré sur ce plan-là. La difficulté, c'est que c'est pas simplement une concurrence avec l'Allemagne pour réussir à gagner sur ces terrains-là et à pas dépendre de la Chine et des États-Unis. Il faut réussir aussi à s'entendre à l'échelle européenne. On le fera de toute façon pas sur une base purement nationale. Mais si on réussit à s'entendre sur une base européenne, on n'est pas plus mal placé que les Allemands pour en tirer profit. Ce sera pas forcément uniquement de l'argent qui ira à l'industrie allemande derrière. Sur la situation politique en Allemagne, comme vous l'avez vu, du fait de sa gestion sérieuse, précise, prudente, pas du tout jupitérienne, elle n'a jamais dit qu'elle était en guerre ou quoi que ce soit. Angela Merkel s'en est plutôt bien tirée politiquement et elle a regagné de la confiance en Allemagne, son parti aussi. Mais la force montante, et ça reste le cas, et je pense que ça restera le cas après la crise, c'est quand même plutôt les Verts, des Verts qui ne sont pas comme les Verts français, c'est-à-dire qui sont plutôt très raisonnables, voire un peu néolibéraux sur les questions économiques et sociales, très pro-européens, et qui aiment bien Macron d'ailleurs sur cette base. Donc c'est des Verts qui sont pas tout à fait comparables aux nôtres. Mais toutes ces forces-là sont sont susceptibles, je pense, d'aller dans le sens que je décrivais tout à l'heure. Donc non seulement Angela Merkel, mais les gens qui pourraient la détrôner ou détrôner les chrétiens démocrates prochainement. Donc ce qui fait problème en Allemagne, ce qui fait qu'il y a une résistance sur le coronavirus, etc., c'est évidemment la pression de l'AfD, de l'extrême droite, très nationaliste sur tous ces sujets,
Mais c'est une pression qui est importante notamment vis-à-vis des conservateurs, puisque ils risquent de leur piquer une partie de leur électorat. Ils ont déjà piqué une partie significative de l'électorat social-démocrate, ça c'est fait. Mais ce qu'il faut bien mesurer, c'est que l'AfD aujourd'hui, ça reste quelque chose qui est d'une part stagnant sur les derniers mois, sur les dernières années, et d'autre part qui est 2 fois moins important que le FN en France. Hein. Donc c'est impressionnant vu de France parce que c'est un système politique proportionnel où ça fait tout de suite 100 députés au Parlement, ça permet tout de suite de bloquer les fonctionnements des institutions où les coalitions traditionnelles n'ont pas de majorité toutes seules, mais ça reste relativement petit et limité. Le risque que l'Allemagne bascule à l'extrême droite ou que ça devienne une pression insoutenable est beaucoup plus limité qu'il ne l'est en France aujourd'hui ou en Italie ou dans d'autres pays. Donc ça, c'est un point. Donc sur les niches fiscales, oui, le CICE. Alors le CICE, il avait été doublé en 2019, il n'a pas été doublé en 2020. Hein, donc c'était l'effet de la transformation en 2019. Le problème de toutes les niches fiscales, c'est que derrière les niches fiscales, il y a des chiens et que quand on veut les supprimer, ça se défend très dur. Sur les plans des entreprises, c'est certainement pas dans la situation actuelle que vous allez réussir à supprimer beaucoup de niches fiscales compte tenu des difficultés que rencontrent les entreprises aujourd'hui. Non, la question c'est vraiment de rétablir de l'égalité dans la fiscalité des ménages, rétablir de la progressivité dans la fiscalité des ménages. Mais je dirais que ça c'est plus un objectif politique qu'un objectif de rendement. Qu'il faut viser autour de ça, c'est plutôt pour reconstruire la cohésion sociale, la cohésion politique, parce que la question qui va se poser dans l'immédiat, c'est d'être capable de financer durablement des déficits qui doivent rester importants et un effort de redressement qui doit être très lent sur le plan de la réduction des déficits. En tout cas, si la reprise n'est pas très rapide et très forte, comme on peut le redouter derrière. Donc la question, c'est dans quelles conditions on va rester. Enfin, je pense pas qu'il faille se battre tout de suite pour réduire très rapidement les niches fiscales des entreprises en particulier, mais y compris celles des ménages aussi. Il faut, pour des raisons d'affichage politique, de reconstruction de la cohésion sociale et nationale, afficher une volonté d'avoir un impôt plus progressif, à la fois sur les patrimoines et sur les revenus, et pas forcément dans une optique de rendement très important dans les médias. Merci. Alors, on va prendre une question de Béatrice Bellet et je vais vous demander à tous les deux, à la fois Béatrice et à toi Guillaume, dans tes réponses d'être plus synthétiques parce que sinon on n'arrivera pas à traiter toutes les questions. Béatrice Bellet. Voilà. Béatrice, on t'entend. Non, j'avais pas. C'était une question en fait au groupe, mais on y a répondu. En fait, mon interrogation était. Je cherchais à savoir si j'avais bien compris la réorientation des fonds publics globalement, pour faire simple, la réorientation plutôt de l'action publique vers les services publics que vers les ménages. Mais a priori, c'est ce que j'avais compris et c'est ce qui a été dit. Ok, donc pas de questions. Alors, après, moi je vois une question de Tanguy Lars. Ah non, alors c'est Michel Debout qui est affiché, mais avant j'avais Tanguy Lars, je ne sais pas s'il était pris dans la même boucle de discussion, parce qu'on a en parallèle, il faut expliquer à Guillaume, on a en parallèle une boucle de discussion où les camarades disent qu'ils veulent intervenir et discutent entre eux, et donc je voyais Tanguy Lars avant Michel Debout. Mais si je n'ai pas Tanguy Lars, à ce moment-là, on donne la parole à Michel qui est là. Inès ? Tu m'entends ? Allô ? Je ne retrouve pas Tanguy. D'accord, ok. Bon alors donc Michel Debout, vas-y, à toi. Et parle bien près du micro. Tu m'entends ? Oui, on t'entend, mais faiblement, mais on t'entend. Alors je vais parler très près.
Bonjour Guillaume, je reviens à une question qu'a abordée Isabelle au début, c'est celle de la conférence citoyenne. Je suis personnellement très opposé à la démocratie du tirage au sort et je voudrais savoir quelles leçons toi tu tires de cette première expérience de conférence citoyenne et si tu peux nous en dire un peu plus sur les résultats qu'elle a obtenus. T'as entendu, Guillaume? Ouais? Il faut que tu branches ton micro. Oui. Excuse-moi, je me débranche à chaque fois. Alors, sur la conférence citoyenne de tirage au sort, oui. Je pense que parmi les questions qui sont très importantes pour la sortie de crise, c'est la question de l'organisation de la démocratie, de la remise en cause des institutions dysfonctionnelles de la Ve République, le fait d'être capable. Alors, c'est très difficile à manier sur le plan politique parce que il y a la question de l'union nationale et du jeu que peut jouer Emmanuel Macron sur cette idée-là. Il faut quand même réussir à dire que pour sortir de la crise, il faudra mettre toutes les forces sociales et politiques autour de la table dans le futur. Alors le problème, c'est que ça peut vouloir dire effectivement toutes les forces sociales et politiques organisées, en particulier toutes les forces sociales organisées, donc le syndicalisme, le patronat, etc. Le problème, c'est que ces forces sociales, comme les forces politiques, étaient quand même très affaiblies, très divisées. Elles ont perdu beaucoup en légitimité. Les bisbilles entre syndicats sur la réforme des retraites, par exemple, n'ont pas beaucoup amélioré les choses. Les gilets jaunes, ça a été un épisode majeur dans la société française sur lesquels ni les politiques ni les syndicats n'ont réussi à avoir de prise, à embrayer, à paraître représenter la société française dans ce moment et les gens qui étaient en mouvement dans cette société française. Donc simplement dire la démocratie participative qu'il faut mettre en place après la crise, ça consiste à rassembler les forces sociales traditionnelles sur le mode du CESE, un peu que Michel connaît bien lui aussi comme moi. J'ai peur quand même que ce soit très insuffisant comme réponse. Et je pense que toutes les formes de démocratie participative qui associent directement les citoyens, éventuellement par la voie du tirage au sort sur des sujets particuliers, etc., pourraient avoir leur place demain dans la reconstruction des politiques publiques qui prennent en compte réellement les préoccupations des gens et qui soient mieux acceptées par la population du pays. Je sais que ça peut hérisser certains, mais je pense que ça fait partie désormais du paysage et ça me paraît pas forcément négatif. Après, sur cette convention particulière, là, je crois que les conditions étaient pas réunies et en particulier, elles n'ont pas été dans l'épisode récent. Enfin, l'épisode récent a montré qu'elles n'étaient pas réunies en termes d'indépendance du pouvoir exécutif pour les gens qui organisent et qui montent et qui font fonctionner cette convention. Vous vous souvenez peut-être qu'au départ, il était question que ce soit couvert par la Commission nationale du débat public. Ça aurait été à mes yeux une bonne solution. C'est une autre solution qui a été choisie, une solution ad hoc qui, en gros, donne la main au pouvoir exécutif sur l'organisation, le déroulement, via des gens qui sont proches du pouvoir exécutif, sur le déroulement, le mode d'organisation de cette convention. Et sous cet angle-là, ça n'a pas été un modèle de ce qu'il faudrait faire à l'avenir, à mon sens. Et c'est effectivement problématique si c'est ce modèle-là qui est reproduit et qui est étendu. Mais voilà, donc c'est la réponse. Après, sur le plan du type de réponse qui a été apportée, enfin du type de propositions qui ont été rendues publiques, notamment par Alternative économique,
comme ressortant de cette convention ces derniers jours. Elles ont rien de très original, mais elles sont plutôt bonnes et sensées, notamment sur toutes les mesures qui visent à accélérer le sujet que j'ai évoqué déjà tout à l'heure, la rénovation énergétique des bâtiments en particulier, mais d'autres aussi. Donc, si elles sont suivies, c'est bien, et c'était bien aussi politiquement de mettre un peu la pression sur l'exécutif pour aller dans ce sens-là maintenant. Alors j'ai l'impression qu'on n'a pas d'autres questions finalement. Alors du coup, moi je vais me glisser et poser deux questions. Je reviendrai sur la question de Michel sur la conférence citoyenne, sur quels sont selon toi les grands manques dans les propositions. Effectivement, moi je trouve que c'est un peu la bonne surprise, c'est-à-dire que malgré les modalités d'organisation, on se rend compte que quand on fait bosser, alors on peut avoir des réserves, hein, comme là Michel, sur le tirage au sort. Mais là, ce qui est quand même une bonne nouvelle, c'est que quand on fait bosser nos concitoyens en les informant quand même sur les problématiques environnementales, finalement, ils vont dans des options qui sont des options de réel. Je sais pas, il y a des micros là qui peuvent pas. Donc de réel pris en compte des considérations écologiques et tout ça couplé de considérations aussi sur la problématique de justice sociale. Donc ça va plutôt dans notre sens et c'est plutôt une bonne surprise. Hein. J'en tirerai pas d'autres conclusions plus générales, mais je trouve que c'est quand même plutôt une bonne surprise. Mais est-ce que malgré tout, il y a des gros manques, hein, il y a des gros manques qui sont pas présents et qui, selon toi, auraient nécessité de l'aide? Ça, c'est une première question. Puis j'ai une deuxième question, alors d'un tout autre ordre, où j'abandonne un peu, je mets de côté les questions économiques et je m'adresse un peu davantage à l'organisateur du Festival des idées, à quelqu'un qui est, comme le disait Olivier, essaye de faire converger un certain nombre de forces politiques. Hein, est-ce que tu partages le sentiment que moi j'ai, qui est le fait que les divergences, si on oublie les problématiques d'appareil et de personnes, les divergences entre nous, les différentes composantes de la gauche, sont devenues quand même très, je ne sais pas comment les qualifier, mais de second rang, disons, par rapport à nos convergences. Et quand on essaye de les identifier, hein, quand on essaye de les repérer, de se dire là-dessus, il y a un débat, on se rend compte que certains débats s'effacent quand on les creuse. Moi, il y a un truc qui m'a absolument... enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai trouvé très puissant, c'est quand on a bossé sur la question de laïcité, qui était soi-disant quelque chose qui déchirait la famille politique de la gauche en deux clans irréductibles. En fait, quand tu bosses sur le fond, hein, on a fait une quarantaine d'auditions sur la question, tu te rends compte que, en fait, on fait dire à la laïcité des trucs qu'elle dit pas. Enfin, voilà, et que quand on essaye de dénouer les choses, l'accord est là. Et moi, j'ai le sentiment que aujourd'hui, maintenant que l'ensemble des composantes de la famille de gauche a dit que la question environnementale était une question première, que sur la question européenne, on voit quand même que, bien sûr, il y a des différences de tonalité, et sur la question de la relocalisation, t'en parlais tout à l'heure, on voit bien qu'il y a des différences de tonalité, enfin de relocalisation, de souveraineté, il y a des différences de tonalité, mais est-ce que vraiment, quand on essaye de creuser les trucs, on continue à trouver un désaccord et un clivage profond, ou bien est-ce que, alors sur les questions de politique économique, je pense que de toute façon, vu ce qui nous tombe sur la gueule, la donne va être complètement modifiée. On voit bien que même ce gouvernement, qui était quand même un gouvernement très à droite en termes de politique économique, il mène des politiques qui, modulo certains points, sont pas très loin de celles qu'on aurait imaginé porter. Donc, du coup, est-ce que tu partages ce sentiment d'un paysage dans lequel les divergences sont vraiment de second rang par rapport à la convergence commune que nous avons les uns les autres?
Alors je suis désolée, il te reste peu de temps pour y répondre sur une question énorme et tu peux dire Joker et je n'y réponds pas. Parce que c'était pas dans le mandat. Non, mais je vais essayer d'y répondre parce que c'est une question évidemment qui m'intéresse et qui est importante. Sur les grands manques de la Convention. Donc, en gros, le gouvernement leur a demandé qu'est-ce que vous voulez faire sur le logement, le transport, l'alimentation, l'agriculture, enfin, sur tout. Mais du coup, ils ont eu des propositions pas très originales dans l'ensemble, mais intéressantes au bout du compte dans différents domaines. Mais du coup, ce qui manque, c'est un peu la vue d'ensemble, et en particulier quelque chose qui soit un peu global sur le financement de la transition. Et la question principale qui n'a pas été traitée, mais c'était une volonté politique de ne pas la traiter, mais je pense que c'est une connerie, notamment dans le contexte d'aujourd'hui, c'est la question de la taxe carbone. C'est-à-dire, est-ce que il y a moyen est-ce qu'il faut vraiment ne pas se servir de cet outil? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une taxe carbone juste, etc. Là, tout de suite, on aurait eu besoin d'avoir avancé sur ce sujet, notamment dans le contexte où on se trouve du fait de la crise. Donc, c'est pour moi le principal manque. Après, la question qui se pose, c'est, enfin, tu as souligné l'intérêt que peut avoir le tirage au sort si les citoyens sont bien informés, bien formés. Ça a quand même été, pour avoir été mêlé d'assez près à ce processus, très insuffisant souvent sur ce plan-là, c'est-à-dire que c'est finalement très peu de temps qui a été passé par ces citoyens et très peu de temps a été consacré dans ce temps à la formation, etc. Quand on fait ça sérieusement, il faudrait y passer plus de temps. Mais c'est une autre question. Je voudrais profiter quand même, peut-être juste un mot pour vous dire, de répondre à une question que tu n'as pas posée, mais pour revenir sur le débat précédent avec Michel. Je crois que, enfin, ce qu'on peut faire, ce que vous devez faire en termes de programme politique pour restructurer le syndicalisme français, l'obliger à se réunifier et à se réancrer dans le salariat et en particulier dans le salariat des petites entreprises, me paraîtrait essentiel. Ça passe, à mon sens, par des mesures de type chèque syndical. Ça passe par des mesures de type pour qu'un accord soit valable, il faut une majorité qualifiée de 60-70% des salariés qui obligent la CGT, la CFDT à s'entendre pour qu'un truc soit fait. Mais je pense que c'est une des dimensions importantes que vous pourriez avoir dans votre programme politique. Sur ta dernière question sur les divergences, je suis à la fois d'accord. Pardon, sur ce point-là, alors c'est pas la question de l'organisation syndicale, hein, mais c'est la question de l'organisation de l'entreprise. Tu valides les pistes qui ont été portées dans les propositions de loi, notamment par Boris et Dominique Potier, sur la participation des salariés aux instances. C'est pas exactement la même question. Je valide tout ça. Enfin, je pense qu'il faut aller vraiment très rapidement vers la codétermination. Je pense que les Allemands y ont intérêt. La vraie codétermination, 50% de représentants des salariés à côté de 50% de représentants des actionnaires. Les Allemands y ont intérêt, ça fait partie des sujets qui nous rapprocheraient en Europe et je pense que ça changerait très vite le comportement des organisations syndicales si elles sont en responsabilité. Le discours sur la CGT, c'est des irresponsables, ils font des bêtises dans ce contexte-là. Je pense que ça tiendra pas 5 minutes. S'ils ont des responsabilités, ils seront obligés d'être responsables et ils le deviendront très rapidement. En revanche, il y a un sujet, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité au Parti socialiste, mais il a été très longtemps. C'est sur la question de l'actionnariat salarié. Ça, je pense que c'est vraiment une énorme bêtise de soutenir tout ce qui irait dans ce sens-là. Les salariés n'ont aucun besoin de détenir des actions de leur entreprise pour avoir le droit d'avoir le mot à dire sur le fonctionnement de cette entreprise. C'est vraiment la représentation des salariés en tant que salariés qu'il faut privilégier. Sur la dernière question sur les désaccords. Que j'y suis et que je te coupe la parole, sur le facteur 12. Oui, ça c'est, enfin, je pense que il faut voir comment on peut le régler dans un contexte purement français, mais je pense que oui, il faut réussir à limiter la rémunération des patrons, en tout cas faire en sorte que
les rémunérations qui dépassent un certain facteur, alors 12 ou 10, je ne sais pas, ne soient pas déductibles de l'IS et soient considérées plein pot. C'est évidemment une bonne mesure qu'il faudrait réussir à pousser à l'échelle européenne assez rapidement. Simplement sur ta dernière question, sur les questions de la gauche, les divergences, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Je pense que les sujets qui fâchent restent très importants et très nombreux. Il y a la question du rôle de l'État et de l'étatisme, il y a la question des institutions qui divise toujours la gauche, il y a la question j'ai pas entendu. Le rôle de l'État et je sais pas. Oui, le positionnement par rapport à l'État, l'étatisme. C'est peut-être un sujet sur lequel il y aurait un consensus à gauche, mais j'ai peur qu'il soit plutôt perdant qu'autre chose. Il y a sur la question du revenu de base, sur la question effectivement des politiques sociales, il y a des désaccords qui sont réels. Sur la question de l'Europe, que tu as mentionné, sur la question de la laïcité, sur la question de la migration, sur les questions du nucléaire, etc. Il reste quand même beaucoup de pierres d'achoppement. Alors là où je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que quand on fait le travail de se mettre autour d'une table, de regarder sur quoi portent ces divergences, etc., on peut réussir à aboutir à la conclusion que finalement ces divergences sont pas aussi importantes que ça et qu'on peut trouver des manières de dire des choses ensemble qui soient pas une défaite pour les uns ou pour les autres. Mais simplement, il faut effectivement faire ce travail. Alors tu dis ça a été fait sur la laïcité, c'est très bien. Je crois que ça a été fait quand même au sein du Parti socialiste. Je parle de ça. Ça n'a pas été fait au sein de la gauche dans son ensemble. Non, bien sûr. Non, mais je dis ça a été ça. C'est nous, on a entendu, si tu veux, les deux voix. On a entendu les deux voix et on a vraiment eu le sentiment qu'il y avait une position. Donc le discours n'a pas été produit parce que tout ça a été balayé par l'actualité évidemment, mais il y avait vraiment le sentiment qu'il y avait une position qui pouvait être tenue en différenciant les choses et qui faisait que les deux camps, a priori, eh bien, en fait, pouvaient entendre des choses qui faisaient qu'ils pouvaient être en accord avec un discours. Enfin, c'est un peu abstrait quand je dis ça comme ça. Il faudrait qu'on ait le temps d'en discuter et qu'on fasse un débat là-dessus. Mais ça m'a beaucoup, enfin, si tu veux, ça m'a vraiment beaucoup conforté sur l'idée que quand il y a un travail qui est fait, qu'on creuse les questions. Et je pense que c'est la même chose sur le rôle de l'État versus la place des collectivités territoriales. Enfin voilà. Pardon. Non, mais je sais que tu as raison. Je sais que c'est une position que défend notamment mon ami Patrick Veil très régulièrement. Et je pense qu'il a raison et vous avez raison sur ce sujet de la laïcité en particulier. Je soulignais quand même que pour l'instant ces divergences sont importantes. Simplement pour terminer là-dessus, je pense que la période actuelle va être déterminante. C'est-à-dire que non seulement il faut réussir à surmonter ces divergences dans l'optique de 2022, de construire une alternative qui redevienne capable d'être majoritaire, mais en plus ça va se jouer maintenant. 2022 c'est très rapidement maintenant, et d'autre part la crise et la sortie de crise et la manière de gérer la sortie de crise va être déterminante là-dessus. Donc c'est notamment à ça qu'Olivier faisait allusion tout à l'heure, mais la capacité à se réunir et avoir un discours commun maintenant risque d'être déterminante pour toute la suite, et c'est ça qu'il faut réussir à faire. C'était des paroles de conclusion parfaites. Donc écoute, on te remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. D'avoir consacré tout ce temps à la discussion, et donc on te dit à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir et bonne continuation.